sociales. Et cette première année de master a été consacrée justement à la réalisation d'un mémoire de recherche en sociologie sur la pratique de l'ASMR sur YouTube. Alors, ça commence à remonter un petit peu. Certains ou certaines d'entre vous peuvent peut-être s'en souvenir. J'avais sollicité la communauté, enfin mes internautes, on va dire, c'est les personnes qui suivent mes vidéos, pour répondre à un questionnaire en ligne. J'avais également sollicité d'autres vidéastes, d'autres producteurs de contenu sur YouTube pour répondre à des questions, etc. Et tout ça m'a amené à réaliser un mémoire de recherche. Et c'est ça que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Ça a été une année de recherche, donc c'était sur l'année 2021-2022. J'en avais pas parlé tout de suite, même si j'ai pu en parler en privé, etc. avec certains ou certaines d'entre vous qui étaient curieux et curieuses d'avoir des résultats. Je vous avais également, je crois, partagé un lien, mais je pense pas que ça fasse sens autant que de vous lire directement cette recherche. Alors que ça vous intéresse ou pas, je pense que la vidéo sera apaisante. Je vais parfois employer des mots un peu savants, mais le but de la sociologie c'est aussi d'employer des concepts. Vous inquiétez pas, je vais expliquer chacun de ces concepts afin de vous expliquer au mieux les tenants et les aboutissants de cette recherche. Je pense que en relisant un petit peu ce que j'avais écrit, j'ai pas voulu tout me spoil parce que justement je me dis c'est quelque chose que j'ai produit et que je vais pouvoir redécouvrir aussi avec vous, bien que je me souvienne quand même des résultats, etc. Aujourd'hui, je pense que la vidéo sera scindée en deux parties. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur les outils de recherche, la présentation des outils, comment ça a été réalisé, quels ont été les concepts ou quels vont être les concepts qui vont être mobilisés par la suite, afin tout simplement que ça fasse sens. Et je vous ferai une seconde vidéo dans le même format qui s'intéressera plus aux résultats d'enquête. Alors, j'ai sur mon téléphone cette recherche. Alors le titre, l'ASMR sous les feux de la morale. Alors ça peut paraître un peu pompeux. Année 2021-2022, mémoire de recherche, master en sciences sociales. Alors je vais passer directement à l'introduction. Hop, je zoome un petit peu, C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Les lecteurs de ce mémoire de recherche de sociologie pourront être troublés par le thème choisi. Effectivement, il s'agit d'analyser et de comprendre quelles peuvent être les dimensions sociales et morales mises en relation à travers une pratique virtuelle trouvant son origine sur YouTube. Celle de la création de vidéos dites ASMR, afin de vous guider dans la compréhension de ce phénomène et du sujet de ce mémoire. Il semble nécessaire d'expliquer ce qu'est l'ASMR et d'expliciter la démarche de recherche sur un sujet comme celui-ci. Le sigle ASMR représente une sensation, celle de la réponse autonome du méridien sensoriel, Autonomous Sensory Meridian Response, une appellation permettant de caractériser un picotement ou un frisson partant de l'arrière du crâne ou des zones périphériques comme les épaules et la nuque, menant à un état de détente profonde. C'est une sensation universelle, dans le sens où chacun est susceptible de la ressentir, sans que celle-ci ne soit transmise par le biais de ces dites vidéos. L'écoute ou le visionnage de vidéos ASMR représente une méthode de relaxation ayant pour ambition d'apporter le plaisir et détente à l'internaute à travers différents stimuli visuels, auditifs, olfactifs et cognitifs. Bien que cette pratique ait été controversée par les médias de ces dernières années, qualifiant cette sensation de frisson, d'orgasme cérébral, celle-ci n'a en réalité pas de lien avec l'excitation sexuelle. Les internautes ou amateurs d'ASMR énoncent en revanche qu'il s'agit d'un moyen efficace et naturel de lutter contre le stress, l'angoisse ou les insomnies. Il est intéressant pour les chercheurs de comprendre les supports à la fois identitaires et symboliques présentés de manière informelle au sein d'une pratique en construction
ASMR sur une période d'1 an, puis me suis moi-même lancé dans la production de ce type de contenu sur la toile. Me voici aujourd'hui à construire un objet de recherche sociologique sur cette pratique et de vous la raconter aujourd'hui. Bien que la pratique et la consommation de vidéos ASMR aient été investies par les différents secteurs de sciences dures, celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'un intérêt flagrant en sciences sociales. En effet, de nombreuses études se sont intéressées aux apports physiologiques liés à la consommation de ce type de vidéos ou à l'utilisation des fréquences sonores permettant d'optimiser la relaxation. De la même manière, certains acteurs mobilisés dans les disciplines comme l'hypnose et la sophrologie ont défendu cette pratique lorsque celle-ci a été pointée du doigt par les médias. Les recherches sociologiques ou psychologiques sur la pratique de l'ASMR ont été réalisées principalement par des chercheurs américains, britanniques et australiens. Puisque le phénomène a débuté aux États-Unis, celui-ci mit quelques années avant d'être exporté à l'international et faire l'objet de recherches scientifiques, notamment en France. Les études en sciences sociales portent majoritairement sur le passage de traitements médicamenteux classiques à une consommation de vidéos ASMR, concernant les effets thérapeutiques du son, des images et de l'attention portée à la personne dans le cadre de ce type de vidéos, ou encore sur la création d'une forme de culture naissante liée à toutes ces panoplies de gadgets pour la thérapie personnelle, playlists détente, vidéos ASMR, objets anti-stress. Certaines études de sociologie ont quant à elles traité de l'évolution des liens sociaux liés au contexte numérique, permettant de mettre en avant une forme de transformation de ces derniers à travers un outil virtuel. Alors que les études sur l'ASMR ne tiennent compte que des consommateurs de vidéos, mettant en avant les différents apports physiologiques et psychologiques qu'ils remarquent sur leur quotidien, il semble intéressant de se pencher sur la production de vidéos ASMR sur YouTube. Bien que certains viennent encore à décrier la pratique, les critiques viennent cibler des comportements étranges associés à celle-ci, tels que le fait de parler doucement en chuchotant près du micro ou de tapoter bêtement sur des objets. Au-delà donc des différentes dimensions préalablement soulevées, il s'agit dans le cadre de cette recherche de dépasser cette manière courante d'aborder la pratique comme étant totale et stricte, en questionnant la pratique elle-même. Bien que la sensation soit universelle, il est nécessaire de questionner les moyens singuliers de la procurer, de questionner les manières d'être, de penser et d'agir des vidéastes, ainsi que la posture du public par rapport à cette pratique. Plusieurs pistes d'analyse auraient pu être choisies afin de comprendre l'épaisseur de ce phénomène. Il ne s'agit pas, dans le cadre de cette recherche, de légitimer la production de vidéos ASMR ou de connaître les effets physiologiques de ces dernières, mais de comprendre comment se construit la pratique elle-même, dans une perspective interactionnelle et morale. En effet, comment comprendre la pratique en cours de construction? Quels peuvent être les outils ou concepts sociologiques permettant de caractériser une pratique virtuelle? Au sein de ce monde de l'ASMR en construction, il s'agit ici d'analyser les conventions et normes qui viennent le structurer et de comprendre par quel processus elles sont créées. Nous allons le voir, celles-ci n'apparaissent pas directement aux yeux des vidéastes et des internautes. Par conséquent, il est opportun de s'intéresser au fait qu'il y ait des têtes d'affiche qui peuvent être reconnues au sein de cette pratique et de comprendre quelles peuvent être les stratégies mises en place permettant de construire cette reconnaissance. Nous ne négligerons pas les revendications qui découlent de cette reconnaissance comme le respect, la dignité ou l'estime du public et des pairs. Ce texte permet de construire un cadre analytique permettant d'analyser les jugements moraux qui caractérisent le monde de l'ASMR sur YouTube. Celui-ci ouvre la voie à une approche qui ne réduit pas les acteurs à des individus dominés par des forces extérieures, mais qui les étudie en situation de maîtrise de leurs actions de manière plus ou moins rationnelle et de leur collaboration dans un monde social en construction. Penser la pratique de l'ASMR en tant que monde suppose une organisation particulière de ce dernier. Au cours des pages qui vont suivre, nous envisagerons d'abord l'accès au terrain ainsi que les choix méthodologiques et théoriques employés afin de répondre à la question posée. Nous
analyserons par la suite les résultats obtenus par le biais des entretiens réalisés ainsi que par la récolte de données quantitatives dans le cadre d'un questionnaire en ligne. Donc ça, les résultats, ça viendra dans la prochaine vidéo. Nous analyserons les processus qui structurent la pratique de l'ASMR afin de mettre en lumière de manière à la fois subjective et objective les représentations collectives de la pratique. Nous discuterons également de la construction de ce monde et des différentes représentations de la grandeur qui émanent de celui-ci. Enfin, nous nous intéresserons aux notions connexes qui gravitent autour de ces concepts, structurant notre analyse. Première partie, outils méthodologiques et théoriques. Première sous-partie, la méthode qualitative. La méthode qualitative regroupe un ensemble d'instruments faisant appel à la subjectivité de l'informateur qui est libre de développer ses idées. C'est une méthode d'enquête très utilisée en sciences sociales, notamment pour la richesse et la complexité des réponses obtenues. Dans le cadre de cette recherche, nous avons utilisé la méthode qualitative par le biais d'entretiens semi-directifs, lesquels s'appuient sur une grille d'entretien préalablement établie, constituée des différentes thématiques que nous souhaitons appréhender. L'entretien semi-directif semble être la manière la plus efficace à utiliser pour construire cette recherche auprès des producteurs de contenu, puisque cette méthode suppose une liberté nécessaire dans les réponses, mais également de canaliser les débordements ou divagations de la part de l'informateur. Lors de l'entretien exploratoire, il a été possible de rendre compte de différentes dimensions préalablement pensées dans le cadre de la production de vidéos. Cependant, de nouveaux éléments ont été mis en lumière, permettant l'évolution de la grille à la suite de ce premier entretien et par le biais de lectures complémentaires. La grille utilisée lors des entretiens semi-directifs a été modulée lors de chacun d'eux. Disons qu'elle correspond davantage à des axes thématiques à aborder lors des entretiens, plutôt qu'une véritable grille de questions structurées et figées. Cette grille est davantage apparue comme un guide afin d'adapter la conversation auprès des informateurs dans le but de rendre le tout le plus naturel possible. Pour l'ensemble de cette recherche, la population choisie était des productrices de contenu sur la plateforme YouTube. Cet échantillon semblait relativement accessible et facilité en raison de ce second statut de vidéaste venant se coupler à celui de sociologue. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Certains enquêtés ont été réticents de prime abord pour s'entretenir avec un sociologue sur leur manière de faire ou de penser concernant la pratique de l'ASMR, mais ce second statut de vidéaste est véritablement apparu comme un outil de désamorçage permettant de créer une forme de légitimité à les écouter, du moins pour certains. Il semblait pertinent de s'entretenir avec les producteurs de contenu dans un premier temps, puisque ces derniers participent directement à la construction de ce monde et de ses conventions à travers leurs vidéos. L'entretien semi-directif est ici une bonne manière de comprendre les façons de penser que chacun mobilise, puisque sans être violent symboliquement, il permet aux informateurs d'expliciter leur point de vue sur leur pratique et de verbaliser leur approche au sein de celle-ci. De plus, lors de ces entretiens, il était nécessaire d'adopter une démarche éminemment compréhensive afin que l'informateur se lâche et puisse libérer sa parole sans craindre d'être jugé. Pour cela, il était nécessaire de se fier aux travaux de Jean-Claude Kaufmann à travers ses conseils issus de l'ouvrage L'entretien compréhensif 2016, Armand Collin. Les entretiens auprès de ces vidéastes ont été au nombre de 8, dont la durée variait entre 1h et 2h30. La prise de contact avec chacun d'eux s'est faite par le biais du réseau social Instagram dans le but de permettre aux vidéastes de se faire une idée via mon profil et mes photos
Celle-ci permet de quantifier un grand nombre de données, lesquelles sont généralement traduites par des analyses statistiques. L'outil tel que le questionnaire en ligne nous permet donc de vérifier à quel point les informateurs et les hypothèses préalablement constituées sont susceptibles d'être objectivées. Il peut mettre en lumière des tendances, soit des dispositions à agir ou penser d'une certaine manière, pour reprendre le vocabulaire employé par Bourdieu. Lorsque l'on utilise un outil statistique comme celui du questionnaire, cela suppose tout d'abord une bonne élaboration de ce dernier. Le questionnaire permet la standardisation des questions préalablement définies par le chercheur, ainsi que des réponses obtenues. Dans le cadre de ce questionnaire, les réponses proposées permettaient aux répondants de choisir une ou plusieurs réponses selon le type de question posée. D'autres questions pouvaient faire l'objet, en plus des réponses proposées, de réponses ouvertes, selon lesquelles le répondant était libre d'écrire son avis personnel. Cela a permis de mettre en lumière des éléments n'ayant pas été mentionnés dans le cadre des entretiens et menant à de nouvelles hypothèses envisageables à ce moment-là. Celles-ci n'ont pas pu faire l'objet de questions standardisées puisque les questionnaires étaient déjà publiés. Si vous voulez, j'ai pas pu remodifier le questionnaire par la suite et si je l'avais fait, ça aurait faussé les résultats obtenus au préalable puisque d'autres auraient déjà répondu sans avoir les questions qui avaient été modifiées. L'ordre des questions demande un travail de hiérarchisation de ces dernières. Ce questionnaire proposait en premier lieu les questions les plus générales, soit les variables socio-professionnelles au nombre de 3, date de naissance, sexe, catégorie socio-professionnelle. Ces premières questions permettent de résumer efficacement l'origine sociale et la situation de la personne interrogée. Viennent ensuite les questions relevant du thème de cette recherche consacrée à l'ASMR. Celles-ci peuvent être nommées variables explicatives, à travers certaines tendances partagées ou non au sein de certains groupes. Par la suite, le choix des items utilisés et
s'ajustent les uns aux autres de manière à ce que cela convienne à ce que les autres ont fait ou sont susceptibles de faire. Penser l'ASMR en tant que monde nous amène à considérer les réseaux d'acteurs mis en jeu, de les identifier et d'analyser leur place au sein de cette pratique. De ce postulat, nous nous intéressons dans le cadre de cette recherche à la construction du monde de l'ASMR, reposant sur certaines conventions. Analyser la construction sociale des conventions permet de comprendre les attentes de chacun. C'est parce que l'artiste et le public ont une connaissance et une expérience commune des conventions mises en jeu que l'œuvre d'art suscite de l'émotion. Baker. C'était une de ses citations. Les conventions sont porteuses de sens et agissent comme une forme de langage qui sera facilement décryptable par le public. Le choix pour un artiste de se reposer sur des conventions lors de la production de son travail revient à diminuer les difficultés de compréhension de ce dernier de la part du public et augmente la diffusion de ses œuvres. Baker illustre ce concept de convention à travers un exemple compréhensible pour le plus grand nombre, celui d'une gamme de musique. Une gamme est une organisation de sons permettant pour le compositeur de provoquer chez l'auditeur certaines attentes à l'égard de l'enchaînement des événements sonores, puis susciter l'apaisement lorsque ces attentes sont enfin satisfaites. La construction du monde de l'ASMR relève de conventions particulières qui nous intéressent de dévoiler. En effet, quels peuvent être les éléments d'une vidéo permettant de la qualifier de vidéo ASMR? Puisque chacun est réceptif à différents sons, visuels, sujets ou encore attention personnelle pouvant être mis en place dans le cadre de ce type de vidéo. Penser l'ASMR en tant que monde permet également de mettre en avant une coopération entre les acteurs. Le but de cette recherche n'est donc pas de délimiter une frontière afin de déterminer si telle ou telle personne appartient au monde de l'ASMR ou non, mais bien de comprendre comment les acteurs et le public coopèrent afin de produire des vidéos qu'ils jugent comme relevant de l'ASMR. Il est d'autant plus intéressant de constater une certaine homologie des mondes de l'art par rapport au monde de l'ASMR. En effet, la reconnaissance en tant qu'artiste relève à la fois d'une estimation de soi en tant qu'artiste, ainsi que d'une reconnaissance d'autrui, tels que les internautes ou le public, et plus particulièrement de nos pairs. Il en va de même pour le monde de l'ASMR, puisqu'on l'a vu au cours des dernières années apparaître les désignations de ASMR artistes et ASMR artistes, mettant en évidence la reconnaissance des uns et des autres dans leur rapport à une pratique commune. Le terme artiste est d'autant plus intéressant à analyser, puisqu'il renvoie à une représentation collective de ce qu'est un artiste, venant justifier l'activité d'une pratique légitime. Au-delà de cette spécificité, cela renvoie également, selon le phonétique anglo-saxonne, à l'appellation ASMR artiste. L'artiste se différencie de l'artisan, puisqu'il serait pourvu de dons particuliers lui permettant d'obtenir des privilèges exclusifs, tels que la reconnaissance académique ou institutionnelle. De plus, l'appellation d'artiste suppose que l'auteur de la tâche réalisée relève forcément de l'art. Ce talent artistique ne se traduit pas dans le cadre d'un travail, disons, rémunéré et régulier, comme c'est le cas pour l'artisan, mais bien par la spontanéité de l'expression ou la sublimité de l'inspiration, toujours tiré du livre de Baker. L'élaboration de cette appellation d'artiste ou ASMR artiste amène par conséquent à tenir compte des intentions de son auteur à réaliser une vidéo et de laisser libre cours à l'interprétation des pairs et du public. Bien que dans le cadre de la production de vidéos ASMR sur YouTube, comme pour la production d'œuvres d'art, le public est susceptible de réagir en fonction des intentions de son auteur. Qu'en est-il de l'authenticité des vidéos pouvant
Le vidéaste possède un matériel vidéo pour se filmer, ainsi que d'un micro, afin de restituer au mieux la qualité des sons déclencheurs et de sa voix, dans le but de procurer cette fameuse sensation au public. À l'instar des artistes dans l'ouvrage de Baker, les vidéastes sont soumis à une dépendance des dispositifs. Sans le matériel nécessaire à l'enregistrement du son, de la vidéo et même du montage si nécessaire, le vidéaste ne peut produire. Il utilise donc des produits conçus et fabriqués à leur intention. Des éléments pouvant faire sens ici sont l'utilisation de microphones ou enregistreurs stéréo, comme aujourd'hui, permettant de restituer au mieux les sons perçus par le visage humain, aussi appelé effet binaural, ou encore la fabrication de microphones spécifiques à la pratique permettant de représenter véritablement le visage humain grâce à des oreilles en silicone dans lesquelles sont placés des micros, dont l'écart est restitué de telle manière à représenter la taille du crâne humain. Malgré le fait que les vidéastes tentent de transmettre des fréquences sonores agréables au public, il est important de souligner le niveau de technicité du matériel qui est mobilisé dans ce type de vidéo. Il serait impossible pour une quasi-totalité des vidéastes de fabriquer eux-mêmes le matériel utilisé pour la production de vidéos. Nous le verrons par la suite. Il est également intéressant de se pencher sur l'évolution de ces dispositifs. Alors qu'à l'apparition du phénomène qu'est l'ASMR sur internet, les vidéastes utilisaient des outils relativement simples d'utilisation et d'une qualité correcte, aujourd'hui la pratique s'est véritablement professionnalisée, et alors même que les grands utilisent des outils de pointe, tous utilisent au moins des microphones et appareils vidéo dont la qualité et le coût sont plus élevés qu'il y a quelques années, traduisant une forme de légitimation de cette pratique. On va maintenant passer à la deuxième sous-partie de cette grande partie, la justification des grandeurs. La justification des grandeurs. Là, c'est un petit peu le noyau dur, si vous voulez, de ce mémoire, parce que il y a plein de justifications possibles, mais on va dire qu'il a fallu les condenser dans un petit sandwich pour pouvoir, enfin dans plusieurs petits sandwichs pour pouvoir essayer de les comprendre. Donc c'est un peu le noyau dur dans le sens où même moi je me suis forcément inspiré aussi de travaux antérieurs en sociologie, et c'est pas une chose très aisée à intellectualiser et à expliquer. Alors bon, vous perdez pas, vous verrez que ça fera plus sens je pense par la suite, mais au moins peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui lorsqu'ils sont un peu perdus, lorsque quelqu'un leur parle de quelque chose, s'endorment. Dites-vous que ça va peut-être pouvoir vous endormir. Du moins, je pense, enfin j'espère ne pas avoir été trop flou dans mes explications, vous me direz. Alors, la justification des grandeurs, la justification des grandeurs. Le second concept central nous permettant de construire une analyse du monde de l'ASMR est celui de la grandeur par rapport au soutien de justification de la part des informateurs. La grandeur d'un artiste revient à lui accorder un voire plusieurs principes supérieurs communs partagés par les individus afin de lui construire une légitimité. Cela énonce donc la constitution d'un ordre de grandeur afin de mesurer la légitimité des formes de justification que mobilisent les informateurs. Ces ordres de grandeur viennent justifier la valeur des individus
registre de justification du monde de l'ASMR sous des concepts sous-jacents de cité, dans les sens entendus également par Boltanski et Thévenot dans leur ouvrage de 1991. Le modèle de la cité permet d'élaborer un ordre de grandeur. Il soutient diverses constructions de philosophie politique et oriente le sens ordinaire du juste. Les différents modèles de cité viennent mobiliser des registres de justification différents. Il s'agit ici d'en retenir 4 dans le cadre de cette recherche afin d'estimer la grandeur d'un vidéaste ASMR. Le premier, c'est la cité inspirée, qui est un modèle de grandeur venant établir la présence physique du sacré, relevant d'un événement surnaturel qui confère à un individu une inspiration inexplicable ou une qualité innée dans sa pratique. C'est un modèle de justification que l'on retrouve dans énormément de domaines de la vie sociale. Alors j'ai fait un petit encadré. Ce modèle semble intéressant car c'est un registre de justification qu'on voit apparaître régulièrement en commentaire de certaines vidéos. La qualité innée d'un vidéaste s'explique alors par un registre métaphysique, comme s'il était intrinsèquement bon dans cette pratique. C'est un registre de justification qui propose la fracture la plus saisissante entre le talent et le travail ou l'apprentissage. Il est par conséquent le registre qui ne réclame aucune justification ultérieure, puisque l'individu est naturellement doué dans ce qu'il fait. C'est un élément que l'on abordera plus précisément dans la présentation des notions à travers la notion de domestication du corps développée par Marcel Mauss. Le deuxième point, il s'agit de la cité industrielle. La cité industrielle, qui est un modèle répondant à un impératif de productivité. C'est un concept fortement lié au monde marchand. Cela passe notamment par un appareillage objectif particulièrement développé, selon Boltanski et Thévenot, qui pousse les individus à désirer et à posséder les mêmes objets, particulièrement les biens jugés rares dont la grandeur marchande qu'est le prix exprime l'importance de tous ces désirs convergents pour ces biens. L'appareillage n'exprime pas en lui-même cette productivité. Il faut ici que la production soit pensée, qu'elle fasse l'objet d'une réflexivité, afin que le producteur, ici le vidéaste, puisse tirer le meilleur résultat, tant en qualité de la part du matériel et du temps alloué à l'activité productive. Alors là pareil, j'ai fait un petit encadré pour cet argument, ce petit point d'argument. Il est intéressant ici de se pencher sur le rapport à une certaine productivité. YouTube est une plateforme sur laquelle certains individus réussissent à vivre des revenus générés par le contenu qu'ils proposent. Cette idée est donc à replacer dans le cadre d'un monde industriel et marchand, puisque la professionnalisation et la reconnaissance relèvent d'une forme de concurrence entre les acteurs. De plus, la mise en avant des vidéastes relève d'algorithmes qui se basent notamment sur la fréquence de contenu proposé par les vidéastes. Vous l'aurez compris, plus un vidéaste publiera de contenu, plus il aura tendance à être mis en avant par la plateforme. De la même manière, si l'on reprend la présentation des producteurs au sein des mondes de l'art, le producteur tâche de vendre assez de billets pour que le spectacle lui rapporte des bénéfices. Cette description s'étend au vidéaste qui va tenter de maximiser son nombre de vues, son temps de visionnage, afin que son public apprécie l'œuvre et que cela fasse grandir sa réputation. Enfin, l'avant-dernier point, le troisième, la cité domestique. C'est un modèle reposant sur la pensée de Dieu, qui aurait fondé un univers structuré, hiérarchisé par les rangs et des degrés. La grandeur est ici un état qui nous élève vers une forme de pouvoir ou de subordination qui régit la dépendance des uns et des autres lors des relations interpersonnelles. Il faut donc connaître son rang, c'est-à-dire apprécier sa grandeur en la rapportant à la place qu'il occupe dans la chaîne des liens de dépendance personnelle. Boltanski et Thévenot, 1991. Petit encadré encore. Le
professionnalisé et bien plus obscur. La principale référence en termes de hiérarchisation et de comparaison entre les différents rangs relève de ce que nous appelons dans le cadre de cette recherche la grandeur objective, soit la reconnaissance ou la popularité, notamment à travers le nombre d'abonnés d'un vidéaste par rapport à d'autres. Cette hiérarchisation de rang peut s'exprimer de différentes manières. La plus importante est certainement la grandeur objective du vidéaste, mais peut aussi se faire sentir par la qualité du matériel employé, par la qualité du rendu ou encore par l'exis corporel de ce dernier. La plateforme à laquelle nous nous intéressons, qu'est YouTube, met sans cesse en avant des grandeurs objectives, que sont des vidéastes rassemblant une importante communauté. C'est une forme de grandeur qui a interrogé au commencement de la construction de l'hypothèse, car un débat a eu lieu en commentaire de vidéos sur le droit de parole ou non de certains vidéastes en commentaire. Il y a eu des confrontations entre vidéastes, entre une grosse chaîne, ce que j'ai mis entre guillemets, et une chaîne plus petite, qui se répondaient de manière argumentée sur un sujet particulier. En commentaire, certains internautes en venaient à dire que cette petite chaîne qu'elle ne pouvait pas répondre de manière constructive puisqu'elle n'avait pas assez d'abonnés. C'est un registre de justification qui est donc important d'analyser puisque la grandeur objective, caractérisée par la cité de l'opinion, peut tendre à effacer toute autre forme de justification. En troisième sous-partie et en dernière sous-partie de vidéo, les notions connexes qui vont nous permettre ensemble, liées à tout ce qu'on a dit précédemment, d'amener des résultats d'enquête. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'ai encore quelques pages à lire. Voilà, je vais vous lire ça et puis après on se quittera gentiment. Alors dans cette partie, nous allons présenter les notions tirées de lecture et de notre réflexivité, qui semblent importantes dans une démarche analytique des concepts présentés précédemment. Dans un premier temps, la domestication du corps. La domestication du corps présentée par Marcel Mauss dans son ouvrage Les techniques du corps. C'est une notion intéressante dans le cadre de cette recherche puisque, au sein du monde de l'ASMR, la domestication du corps fait l'objet d'un apprentissage particulier, du fait de la gestion de la respiration et des gestes qui doivent être parfaitement contrôlés. Cela peut relever de l'exis corporel du monde de l'ASMR, soit les règles qui régissent le comportement physique des individus. Le vidéaste ASMR doit agir de manière douce et de manière naturelle afin d'être reconnu comme bon vidéaste au sein de ce monde. Le terme bon est ici utilisé afin de souligner la grandeur subjective du vidéaste, caractérisée comme telle de la part du public, pouvant se situer en dehors de la grandeur objective que l'on pourrait qualifier alors de grand, si ce dernier avait une reconnaissance accrue. Pour ce faire, il est nécessaire que la domestication du corps soit réalisée avec justesse. C'est un élément que l'on peut régulièrement retrouver dans les commentaires de vidéos ASMR, à travers des discours tels que « parle moins fort », soit plus doux. Celle-ci peut également se traduire à travers la perspective du care, puisqu'il s'agit de manière ressentie comme étant naturelle dans un type de vidéo particulier et fortement valorisé. En effet, les roleplays, ou jeux de rôle en bon français, sont des moyens de mettre en scène des situations de caring, dans lesquelles le vidéaste joue le rôle d'un personnage prenant soin de son patient, de son client ou encore de son ami. Cette notion semblait immanquable dans le cadre de cette recherche, connue au préalable et étant revenue à plusieurs reprises dans le discours des informateurs, dans le cadre des entretiens. En effet, et nous allons le voir avec la prochaine notion, la domestication du corps tout entière permet
l'image que l'on donne à voir de soi au public. Tous ces éléments participent à la création de la façade, entre guillemets, permettant de fixer la situation à travers une représentation symbolique. La façade permet au public de décrypter la situation et d'être transporté dans un endroit approprié. Les objets peuvent par ailleurs être déterminants dans la compréhension de ce monde. Il faut savoir faire parler l'objet, qu'il en dit parfois davantage que la personne interrogée ou observée en vidéo, et analyser la manière dont ils sont mis en scène. Cependant, la façade ne suffit pas au vidéaste pour rendre réelle la situation qu'il tente de mettre en place. Il faut qu'il y ait une réalisation dramatique de son activité afin qu'elle ait du sens pour le public et qu'elle soit en cohérence avec la situation préalablement définie. Par exemple, si le vidéaste au cours de sa vidéo se met à crier, la façade serait rompue, puisque l'impression donnée au public à ce moment donné ne serait pas compatible avec la définition globale de la situation qu'est la mise en place d'un cadre apaisant voué à la relaxation et à l'endormissement. Afin que le public puisse croire en la réalité de la situation, il est nécessaire que le rôle que l'on se donne à jouer soit sincère et en cohérence avec les représentations symboliques de la situation. En étant attentif à la manière dont un vidéaste se met en scène, on peut également mettre en avant un rapport d'horizontalité par une relation de proximité. L'établissement de cette relation suscite pour le vidéaste d'être proche de son public par un degré de connaissance mutuelle important, d'une affection particulière qui les unit et d'une situation familière comme peut l'être la visite d'un ami. La pratique de l'ASMR a une visée personnalisante. Le vidéaste, lorsqu'il parle, s'adresse directement à son public, ce qui vient renforcer davantage cette relation d'horizontalité. Celle-ci peut être accrue lors des situations de roleplay énoncées précédemment, puisqu'en plus du rôle que joue le vidéaste, il en assigne également un à l'internaute derrière son écran qui devra lui aussi jouer le jeu. Le choix de la mise en scène est également important car il peut, dans certains cas, avoir une visée d'authenticité. De nombreux vidéastes enregistrent leurs vidéos chez eux, dans une pièce de leur maison et souvent, surtout chez les plus jeunes, dans leur chambre. Cette portée authentique affine cette proximité entre le vidéaste et son public à travers la mise en scène de son intimité profonde. Les jeunes garçons et filles qui viennent à publier des vidéos ASMR sont d'ailleurs souvent suivis assez vite pour leur contenu. Cette population de vidéastes ne met sûrement pas en avant les mêmes conventions que les individus plus âgés. Cela pourrait expliquer pourquoi une partie du public qui préférerait regarder des vidéos ASMR de jeunes personnes dans le but de favoriser cette authenticité. De cette manière, beaucoup accordent davantage d'importance au fait de retrouver la personne plutôt que son contenu en lui-même. C'est un phénomène qui s'étend au-delà de la pratique de l'ASMR, mais qui semble important de souligner. En suivant l'idée de présentation de soi, nous nous sommes interrogés au début de la recherche sur les rituels mis en place par les informateurs. Quels sont pour eux les rituels qu'il est bon d'adopter ou quels sont ceux qu'ils mettent en place dans le processus de production de leurs vidéos? Les rituels et habitudes viennent cristalliser le vécu. Nous essayons donc de savoir à travers cette notion s'il y a une bonne manière de produire des vidéos ASMR. Le rituel n'apparaît pas aux yeux du public. C'est en quelque sorte les coulisses, selon Goffman, permettant de se mettre en condition afin d'enregistrer une vidéo ou de se relâcher après l'enregistrement de celle-ci. La présentation de soi nous amène également à penser les tiraillements identitaires potentiels que peuvent vivre un vidéaste au sein du monde de l'ASMR. Lors de l'entretien exploratoire, l'informateur disait être sollicité pour des concepts de vidéos particuliers, qui certes allaient plaire, mais dans lesquels il ne se reconnaissait pas, qu'il n'avait pas envie de faire, malgré le fait que ça n'augmenterait pas sa charge de travail et que les retours pourraient être bien meilleurs. Ce tiraillement est également revenu lorsque l'on est venu à parler des partenariats avec les entreprises, qui imposent souvent des conditions concernant la présentation du produit ou du service présenté par le vidéaste en échange du bien en question. L'informateur ne voulait pas décevoir à la fois l'entreprise et son public qui lui font confiance. Point qui suit évidemment l'argent. Dans une démarche explicative de la justification des formes de grandeur, il semble pertinent de s'intéresser aux revenus que
légitimation particulière de ce phénomène, ainsi que la mise en évidence de certaines pratiques dégradantes ou prohibées au sein de ce dernier. De plus, et cela rejoint la présentation de soi énoncée précédemment, savoir si l'argent, par le biais de partenariats rémunérés avec des marques ou par un salaire important, amènerait à certaines tensions chez les vidéastes. Il nous intéresse ici de connaître les représentations de l'argent pour les vidéastes, ainsi que celles employées par le public. Et enfin, je crois que c'est le dernier point de cette vidéo pour ce soir pour moi. Ordre négocié et négociation. Alors nous le verrons également dans la seconde partie, consacrée à l'analyse des résultats d'enquêtes qualitatives et quantitatives, que le concept élaboré par Anselm Strauss en 1992, celui d'ordre négocié, occupe une place bien particulière. Celui-ci est présenté dans son ouvrage La trame de la négociation. Il s'agit de mettre en lumière, sous un joug analytique et non descriptif, les différentes formes de négociation qui prennent place au sein du monde de l'ASMR. L'idée est de comprendre l'articulation entre les règles en vigueur de ce monde, pouvant regrouper à la fois les règles formelles de la plateforme qu'est YouTube ainsi que les conventions du monde en question. Cette négociation investie par les acteurs permet d'expliquer une forme de régulation sociale à travers des principes supérieurs communs. Cela rejoint également l'hypothèse défendue par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans leur ouvrage. Le principe supérieur commun constituerait le ciment symbolique de ce monde réalisé par les acteurs, chacun à leur niveau et selon leur marge de manœuvre. De plus, le concept d'ordre négocié permet de faire émerger une division du travail au sein du même monde de l'ASMR, qui, au-delà du statut objectif de la grandeur des acteurs, qui vient les hiérarchiser, passe également par une spécificité ou une spécialisation de certains d'entre eux dans un domaine particulier. Cette spécialisation relèverait de qualités ou de compétences que seuls ces derniers pourraient utiliser de manière satisfaisante pour le public. En effet, la plateforme permettrait de mettre en évidence un lieu virtuel professionnalisé. Les statuts hiérarchiques sont plus flous, principalement déterminés par la grandeur objective qu'est la reconnaissance par le nombre d'individus au sein d'une même communauté. Les carrières au sein de ce lieu virtuel peuvent être diverses, alors même que chacun des acteurs se définit comme vidéaste ASMR, pouvant proposer des pratiques hétérogènes. Comme nous l'avons vu dans cette première partie, la pratique de l'ASMR sur YouTube renvoie à différents concepts sociologiques. L'envisager en termes de monde permet de mettre en évidence les interactions entre les différents acteurs qui le composent, ainsi que d'analyser les différentes conventions et formes de grandeur que ce dernier suscite. La grandeur au sein de ce monde spécifique renvoie à différentes formes de justification que l'on a énumérées au cours de la construction de cet objet. Nous verrons par la suite les traductions empiriques de ces registres de justification permettant de représenter à la fois objectivement et subjectivement la qualité des vidéastes. Nous verrons également que d'autres formes de convention et de justification de la grandeur sont alliées avec celles énoncées précédemment. La seconde partie tiendra également à confronter les représentations et les attentes des différents acteurs que sont les vidéastes et le public, afin de comprendre comment celles-ci se construisent et comment elles peuvent être hiérarchisées. Voilà donc pour cette vidéo. Ça n'a pas été de tout repos pour moi. Ça fait quand même quelques temps que je vous déblatère un petit peu mon discours. Il est 3h12 au moment où je finis de lire cette première partie. J'avoue que j'aurais pu commencer plus tôt le tournage, c'est un peu ma faute, mais j'étais pas sûr d'avoir le calme pour tourner. Alors voilà. En tout cas, j'espère ne pas avoir trop bafouillé, j'espère ne pas être allé trop vite aussi. En tout cas, voilà, c'est des concepts sociologiques qui peuvent être assez denses. Pour moi, je les lis de manière assez naturelle, on va dire, parce que c'est moi qui les écris, mais en plus parce que c'est un vocabulaire que je comprends. Donc voilà, si vous n'êtes pas
passer à côté de certaines choses, certaines informations, etc. Faut pas. Je pense que ça vous empêchera pas, pardon, de comprendre la suite. Parce que les résultats seront un petit peu plus, sûrement plus empiriques, donc plus faciles à comprendre. Ça sera basé sur du terrain et des résultats, comment dire, empiriques quoi, de terrain. Je sais pas comment vous le dire autrement. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite lecture vous aura plu, qu'elle vous aura détendu. Je reviens très vite pour la suite de ce mémoire de recherche. Moi, ça me fait kiffer en tout cas de vous le lire parce que je vous avais pas fait vraiment de retour sur cette